La parole est à Madame la présidente Sylvie Robert pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour 9 minutes. Madame la ministre, Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, l'excellent rapport de nos collègues Jérémy Bacchi, Céline Boulay-Espéronnier et Sona de la Provôté, qui sert de soubassement à cette proposition de loi, s'interrogeait sur l'année 2023, pleine de dangers dans un contexte post-pandémique. Au final, la fréquentation a progressé de près de 20% par rapport à 2022, 181 millions d'entrées ayant été comptabilisées. La reprise est donc réelle, elle est sensible, alors même que la mise en plateforme de l'audiovisuel et du cinéma s'est accentuée sur fond de concurrence exacerbée et de course à la production de contenu. Le retour en salle des spectateurs semble donc contredire le discours actant le déclin irrémédiable du 7e art. Mieux, le cinéma apparaît de plus en plus irremplaçable et ancré dans les habitudes culturelles, y compris celles des plus jeunes. Le cinéma comme lieu, mais aussi comme expérience, loin de s'envoler, c'est bien enraciné. La finalité de cette PPL est donc précisément de conforter l'ensemble de la filière cinématographique française, tout en veillant à réduire les disparités territoriales en matière d'accès au cinéma. Le premier levier pour y parvenir vise à assouplir certaines procédures qui n'apparaissent plus nécessaires et qui tentent à entraver inutilement le travail des exploitants et du CNC. Ainsi, l'autorisation d'opérations promotionnelles sur les ventes de billets en ligne et la suppression de l'agrément du CNC pour les cartes illimitées, proposition qui figure dans le rapport Cinéma et régulation de 2023, se révèlent pleinement indiquées car elles offrent de nouvelles opportunités sans pour autant déséquilibrer le marché existant. Plus spécifiquement, si à l'origine les cartes illimitées suscitaient de vives craintes quant à leur impact sur la concurrence et sur l'équilibre entre exploitants et distributeurs, aujourd'hui, celles-ci sont dissipées. Les deux principes cardinaux posés par le législateur afin de les réguler sont sanctuarisés. D'une part, l'établissement d'un prix de référence par billet acquis via une carte pour assurer une juste rémunération des ayants droit. Et enfin, la faculté offerte aux exploitants indépendants d'adhérer à ces formules. En somme, la régulation des cartes illimitées perdure, mais leur déploiement est simplifié. Par ailleurs, nous ne pouvons que nous réjouir de la prise en compte de deux impératifs au sein de l'article 6, la protection environnementale et la rémunération des auteurs. Même si ces dispositions diffèrent, elles s'apparentent à une conditionnalité ou tout du moins à une modulation des aides et du financement de la création par le CNC au respect de ses exigences environnementales et d'une rémunération minimale des auteurs. C'est un excellent premier pas dont il conviendra en revanche d'évaluer l'effectivité a posteriori. Rappelons que l'industrie cinématographique, malgré sa prise de conscience croissante et les efforts qu'elle a entamés, demeure une entreprise polluante. Il est donc urgent d'accélérer l'adaptation de cette industrie aux enjeux écologiques pour diminuer son bilan carbone notamment et de valoriser des bonnes pratiques à l'instar de la série Lupin, où j'ai appris que c'était des générateurs d'hydrogène qui avaient été notamment utilisés pour l'éclairage extérieur. En parallèle, les pouvoirs publics doivent aussi accompagner les acteurs dans ces transitions écologiques. En outre, la conditionnalité des aides à la production au respect des accords sur la rémunération minimale des auteurs est aussi vraiment une excellente mesure. Les auteurs sont au fondement même de la création et les rapports sur leur situation et leur précarité ne peuvent se succéder sans que nous n'agissions concrètement. Il faut se souvenir que la grève qui a paralysé Hollywood pendant 6 mois en 2023 avait précisément pour point de départ l'insuffisante rémunération des auteurs, leur insatisfaction sur le partage de la valeur, mais aussi des inquiétudes sur l'intelligence artificielle. Et on verra, mais je crois qu'on y reviendra. Alors en 2022, parce qu'il y a un volet territorial de cette PPL, et il est important de la mentionner, en 2022, les salles classées art et essai représentaient près de 37% de la fréquentation totale des cinémas. De plus, en 2019, le top 10 des films art et essai totalisait 9,3% des entrées en France, mais seulement 9,4% des entrées des cinémas art et essai. Ce qui témoigne de l'impact extrêmement positif du dispositif en faveur de la visibilité des films au potentiel commercial
je dirais moins évident, et partant en faveur de la diversité culturelle. C'est une richesse infinie qui concourt à la fois à la valeur de notre cinéma, mais aussi à notre système d'aide publique qu'il est absolument impérieux de préserver. C'est en ce sens que certaines critiques parfois retentissantes ont été émises, tant sur le classement des cinémas que sur le degré de sélectivité des films. À cet égard, le rapport Lasserre esquisse quelques pistes, en particulier pour revoir la politique de recommandation, en prenant par exemple le potentiel commercial des films à réessai, mais vous l'avez formulé, chers collègues, dans votre rapport. Par conséquent, afin de renforcer la diversité culturelle, tout en conciliant sélectivité et universalisme du système, notre commission aura, je pense, Monsieur le Président, intérêt à poursuivre ses travaux parce que l'enjeu est fondamental. Alors vous mettez en évidence les inégalités territoriales qui caractérisent la diffusion des films à réessai. C'est vrai qu'en 2021, les cinémas des unités urbaines de 50 000 habitants étaient largement majoritaires, à près de 60% dans le plan de sortie des films. Cette proportion est d'autant plus forte que le film est diffusé dans peu de salles, donc forcément le public de ces œuvres est généralement plus urbain. Alors c'est à cet endroit que le bât blesse, et pouvions-nous accepter que la diffusion des films à réessai, notamment quand ils sont très exigeants, soit concentrée dans ces territoires? Bien sûr que non. Là, derrière, c'est toute la question de l'accessibilité à la culture qui est posée. Je n'opposerai jamais film grand public et film à réessai. Ensemble, ils constituent une vraie offre complémentaire. En revanche, les habitants des territoires ruraux, des territoires enclavés ont aussi le droit d'avoir accès à l'un et à l'autre. Ils n'ont pas à être pénalisés parce qu'ils seraient éloignés d'un centre urbain ou parce que la rentabilité économique de la diffusion serait jugée parcimonieuse. L'accès au cinéma, l'accès à tous les genres sont des motifs d'intérêt général qui participent de l'élargissement et de l'approfondissement culturel. Alors pour finir, je voudrais évoquer un point qui est l'éducation au cinéma. J'en profite parce que vous connaissez les dispositifs, collège au cinéma, lycée au cinéma. Beaucoup d'élèves, des millions d'élèves ont pu ainsi découvrir des films patrimoniaux indépendants. Or, depuis les annonces du précédent ministre de l'Éducation nationale, l'éducation au cinéma, mes chers collègues, est menacée. Il n'y avait pas de la volonté du gouvernement, je le dis, et vous le direz à la ministre, d'y mettre fin. Mais les effets de bord de la réforme sur la formation des enseignants et de la politique en matière de remplacement ont abouti à fragiliser l'éducation au cinéma. J'en veux de preuves. Les professeurs n'ont plus le temps de se former et n'ont plus la possibilité de se déplacer en salle avec leur classe. Les 2 rectorats qui ont appliqué les directives ont vu, mes chers collègues, le nombre d'élèves, chez toi Catherine, bénéficiant de l'éducation à l'image, être divisé par 2. C'est extrêmement grave. Alors je vous demande, Madame la Ministre, de trouver une solution avant la rentrée prochaine avec le ministre de l'Éducation nationale pour que vraiment l'éducation à l'image soit de nouveau importante dans notre pays. Alors pour conclure, je dirais qu'avec ce texte législatif, le Sénat poursuit, il a eu l'adoption définitive de la PPL socialiste sur les cinémas en Outre-mer, sa réflexion et son travail sur le cinéma. D'autres étapes sont à venir, la révision de la chronologie des médias en 2025, la découvrabilité et la mise en valeur des œuvres françaises et européennes sur les plateformes, mais aussi la protection de notre patrimoine cinématographique ou la protection de documentaires ou de films indépendants. D'autres grands chantiers sont à poursuivre et nous devons y prendre part. Nous avons parlé des questions d'égalité hommes-femmes. Vous avez parlé, Madame la rapporteure, de toutes les questions qui touchent aux violences sexuelles et sexistes dans ce monde du cinéma en ce moment secoué par tant d'affaires. Nous devons être au rendez-vous. Nous allons y être via d'ailleurs un amendement que nous avons co-signé avec nos amis écologistes. En tout cas, parce que ce sont des mesures qui font avancer et progresser la filière, nous voterons bien sûr cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la